Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. C'est votre plateforme de débat, toujours à l'affût de l'actu, pour vous décoder toutes les clés de l'info qu'il vous faut. C'est avec le poids des arguments, forcément. Le choc des idées, certainement. C'est notre 395e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de Presse. Le rideau est tombé sur la 20e édition des Écrans Noirs. Ce festival dédié au 7e art a déroulé son générique de fin samedi soir sur des notes de satisfaction du représentant personnel du chef de l'État, Mouele Kombi Narcisse, et du délégué général du festival, Basek Bakobio. Le public a pu se délecter pendant une dizaine de jours en regardant les 58 films en compétition et les 24 hors compétition. Mais au-delà du succès des Écrans Noirs, Scène de Presse s'interroge sur le scénario du cinéma camerounais dans un contexte où le modèle nigérian peut inspirer. Nollywood fait en effet rêver une industrie du cinéma nigérian qui génère en effet plus d'1 million d'emplois et produit près de 2000 films par an pour un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Retrouvez dans cette nouvelle édition de Scène de Presse, dans vos rubriques, le focus du soir, le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, le docteur Taïga, qui confirme le retour progressif à la normale au sein de la filière avicole frappée de plein fouet par la grippe aviaire depuis quelques semaines. Scène de Presse, c'est aussi le portrait de la semaine, le zooming sur l'actu et en fin d'émission, l'info hilarante dans l'image collatérale et les unes du lundi ou la primeur de l'info. Mais je vous propose tout d'abord de découvrir nos invités du soir, mise en scène par Christelle Avom. Quand il n'est pas derrière son MacBook Pro, le web journaliste scrute l'actualité entre les lignes, derrière les mots. Rédacteur en chef délégué chargé du site web et du journal en continu à la CRTV, Elvis Mbimba est diplômé de l'université Paul Verlaine de Metz. Il a participé en 2007 au lancement du quotidien Le Jour et reste très actif sur la toile. Dans le blog qui porte son nom, il publie quotidiennement sur les sujets d'actualité. Pour ce spécialiste en e-journalism and e-communication for global learning and intercultural sustainable development, le journalisme, c'est aussi la toile. Les différents tweets de ce journaliste geek comportent des hashtags très énonciateurs. Éditorialiste dans l'âme, Jean-Bruno Tagné fait partie de ces journalistes dont la plume alarmiste ne laisse pas indifférente. Issu de la 34e promotion de l'ESTIC, le tout nouveau directeur général adjoint de Canal 2 International a commencé par balader sa plume à mutation, puis au journal Le Jour où il a été chef-service des départements sport puis politique. L'analyse intrinsèque des systèmes, il la connaît. De la débâcle à la tragédie, l'auteur nous a récemment proposé l'économie de la gestion de notre équipe nationale. Pour ce cinéphile, membre du Conseil national de la communication, la machine cinématographique camerounaise a besoin d'être graissée. Lui, c'est le beau gosse du cinéma camerounais, le gars sûr des Yenga 1 et 2. Acteur, comédien, cinéaste et producteur, Thierry Ntamak a consacré 19 ans de sa vie au cinéma. Après avoir monté une troupe de théâtre qui sillonne le triangle national, il se passionne du petit écran. On le découvre dans Le Revenant et quelques sitcoms. Diplômé du CFPA d'Econou, il continue ses études dans une prestigieuse école d'acteurs à Paris. L'essor du cinéma camerounais, il en a fait son leitmotiv. Il innove en trouvant l'équation qui marche, cinéma au prix d'une bière. Patriote dans l'âme, le cinéaste se veut être avant-gardiste. La patrie d'abord, ce film de guerre Made in Cameroon reste un hommage aux militaires camerounais. Le fondateur du grand rendez-vous du cinéma en Afrique ne sera pas derrière les caméras ce soir. Ses études de sociologie et philosophie ne le prédestinaient pas au cinéma. Pourtant, Basek Bakobio fait partie des réalisateurs, scénaristes et producteurs africains les plus connus. L'écrivain qu'on a découvert sur Sangomalo a été nominé et primé du grand jury écuménique avec la mention spéciale du jury. Que ce soit Le silence de la forêt, Le grand blanc de Lambaréné ou plus récemment Fast Life, le producteur, réalisateur et scénariste satirique
a le chic d'emporter les adeptes du grand écran là où il veut. Fondateur de la société de production Les Films Terre Africaine, l'homme à la casquette vient d'organiser la 20e édition du festival Écran Noir. Pour ce qui est du cinéma camerounais, Mr. Director ne joue pas les Cassandres, tout au contraire, le devin prêche l'espoir. Merci Christelle. Nos 4 invités sont en plateau. Messieurs, je vous propose d'abord un commentaire d'actualité sur l'événement, l'autre événement de la semaine, les obsèques de Anne-Marie Ndiaye, accompagnée avec tous les honneurs par la République. D'abord, une réaction de Jean-Bruno Tagnon. Je voudrais vous adresser mon bonsoir et la bienvenue en précisant que vous n'êtes plus membre du Conseil national de la communication. Cela fait désormais rentre désormais dans les lignes de votre CV. Alors, un hommage mérité à l'immense Anne-Marie Ndiaye. Tout le monde a quasiment joué sa partition, des plus hautes autorités de l'État, à commencer par le président de la République, à la grande famille des artistes et au commun des Camerounais. Absolument. Je pense que Anne-Marie Ndiaye a eu les obsèques qu'elle méritait pour l'ensemble de sa carrière. Que ce soit les autorités politiques, les mélomanes ordinaires ou alors les journalistes, tout le monde a accompagné cette dame à sa dernière demeure, comme on dit. Et je pense que c'est tout à fait normal de célébrer une personne de ce niveau-là qui a eu quand même une carrière remarquable. On a regardé sur votre chaîne un portrait d'elle qui a été réalisé il y a quelque temps et on se rendait bien compte de l'immensité de sa carrière et de toutes les étapes de la vie du Cameroun qu'elle a traversées. Je pense que les hommages qu'on lui a rendus c'est tout à fait normal. Et ce document auquel vous faites allusion était signé Bassek Bakobio. J'ai le plaisir d'accueillir Bassek Bakobio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui. Permettez-moi tout de même de vous adresser mes condoléances parce que vous traversez une épreuve difficile, mais vous avez tenu à honorer cet engagement d'être là ce soir puisque vous avez perdu un être cher, mais vous êtes là. Je salue votre professionnalisme et la parole tenue. Et vous avez, pour ainsi dire, anticipé sur la fin d'un certain nombre de héros nationaux, de grandes figures de notre culture, et on a pu voir cette œuvre à travers ce document réalisé sur Anne-Marie Ndiaye. Oui, j'ai commencé il y a quelques années des portraits d'artistes, d'écrivains ici au Cameroun. J'en ai un certain paquet dans mes tiroirs parce que je ne sais plus quel artiste était décédé et puis on ne retrouvait rien. Alors, comme dans ce film, d'ailleurs, je pose le problème des archives, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir été un homme qui a été poursuivi par les images une partie de sa vie, chanteur, acteur, footballeur même, et au moment où on a besoin de retrouver des images de vous, on ne trouve presque rien. Alors on essaie de coller des photos comme ça. Et c'est ainsi qu'Anne Marie, dans la préparation de son 60e anniversaire, j'ai demandé au ministère de la Culture, de la Culture, de pouvoir faire un portrait d'elle, et nous allons jusque dans son village. Et je découvre comme ça l'artiste, parce que là vous avez vu une version de 25 minutes que j'avais préparée en fait pour qu'il soit diffusé à l'occasion de ses 60 ans de carrière. Mais j'avais de la matière pour faire beaucoup plus et je ne faisais que repousser chaque jour, jusqu'au moment où j'apprends qu'elle est décédée. Et donc je suis quand même content d'avoir fait ce documentaire-là et je crois qu'il faut que je m'empresse à terminer les autres. Et je ne vais pas donner les noms parce que les gens croiraient que je les aligne dans le couloir de la mort, non, mais voilà. Elvis, bonsoir. Bonsoir, Robert. Alors, l'orchestration, il y a eu comme une dramaturgie de la semaine d'hommage, d'obsèques d'Anne-Marie Ndiaye. Ça va constituer quand même un marqueur pour la société camerounaise qui est en quête de repères. On a souvent reproché à l'élite, à la classe dirigeante même, de ne pas célébrer suffisamment nos valeurs. Je crois que le cas Anne-Marie Ndiaye devrait contribuer à faire école. Oui, il est essentiel de se rendre compte que Anne-Marie Ndiaye débute sa carrière à un moment où il n'y a pas encore toutes ces opportunités. Enregistrer un disque à l'époque n'était pas aussi facile que ça se fait aujourd'hui, et c'est en ce moment-là qu'elle débute sa carrière. Elle ne sort pas d'une famille particulièrement nantie, donc c'est un peu
beaucoup de courage, de force. Il faut avoir une énergie particulière pour pouvoir à ce moment-là émerger comme elle a pu émerger. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer et on se félicite de ce que l'État ait choisi de saluer ça de cette manière-là. Mais vous permettrez, quand on vient dans une émission comme celle-ci, on fait de la rétrospective, mais on fait aussi de la prospective. Et si on veut faire un peu de prospective, on peut dire que les obsèques de Anne-Marie Nzié seront bien achevées lorsqu'il y aura un véritable statut de l'artiste au Cameroun, parce qu'on peut se dire, est-ce qu'il faudra chaque fois qu'une valeur sûre de l'art camerounais décède, que l'État soit obligé de venir au secours comme ça, parce que on peut regretter que nos artistes, je connais un cas dans le cinéma, nos artistes disparaissent, je veux dire leurs derniers jours sont souvent un peu tristes et on se dit que... C'est une grande indigence. Oui, est-ce qu'on ne peut pas créer les conditions pour que l'artiste ne soit pas obligé d'être un nécessiteux? Lorsqu'on aura sérieusement répondu à cette question, alors les obsèques, les beaux obsèques de Anne-Marie Nzié seront bien achevés. Thierry Ntamak, ça vous parle puisque vous êtes un artiste au sens large et ces hauts et ces bas des artistes, on va le dire, vous les connaissez, vous les pratiquez. Oui, bonsoir déjà. Personnellement, je n'ai pas eu la chance comme mes pères ou mes aînés qui sont là de la côtoyer. Mais effectivement, peut-être pour aller dans la même lancée qu'Elvis, moi, pour parler franchement, beaucoup de Camerounais s'en foutaient. C'est ça qui m'a un peu chagriné. Ouais, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idéal véritablement, c'est qu'il y ait un vrai statut de l'artiste, c'est-à-dire que moi je prêche dans ma chapelle, c'est-à-dire qu'il y a Jean-Michel Cancan, il y a Essili Mindia, ils n'ont pas une rue, ils n'ont pas une statue. Je me rappelle que quand moi je suis allé en formation à l'étranger, les premières choses qui me marquaient, c'est la rue Jaurès, c'est une rue, c'est une mémoire, qu'est-ce qu'on enseigne pour les générations qui arrivent. Moi, ne fût-ce que pour la mémoire, je trouve qu'on a un vrai problème. Jean-Michel Cancan, par exemple, de son vrai nom, Dieu de Nafana. Beaucoup ne connaissent même pas, même pour les médias, alors je ne parle pas de vous précisément, mais rarement on a vu des gens chercher à savoir est-ce qu'il a une tombe quelque part, où il se trouve. Et il y a des générations qui grandissent, qui ne connaissent même pas qui ils sont. Moi, c'est ce qui m'aura, bien que je ne connaisse pas personnellement Anne-Marie Nzié, mais ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir quand même l'indifférence de beaucoup de gens, mais de façon naturelle, de façon naïve, juste parce qu'effectivement, elle s'est effritée comme ça dans la mémoire des Camerounais. Mais je salue effectivement l'action du gouvernement, de l'État, des artistes, des médias autour de sa personne. Cela le mérite d'être dit. Messieurs, je voulais donc à présent vous inviter à revisiter quelques temps forts du Festival des Écrans Noirs. Mais je vous propose d'abord ce sujet de Agnès Solange à Bossolo, diffusé dans nos éditions d'information, qui dressait le bilan de cette 20e édition des Écrans Noirs. Ce sont des moments privilégiés entre cinéastes, un dernier pot de route avant le départ. L'occasion aussi d'échanger des contacts et de faire le bilan de l'édition 2016 du Festival Écran Noir. Ça a été très intéressant de faire toutes les rencontres qu'on a faites entre réalisateurs et personnes du monde entier. C'est une très bonne expérience pour moi. On a fait des belles rencontres et ça s'est très bien passé. Une expérience qu'ils aimeraient revivre, mais avec quelques couacs au moins, tout de même. Le public n'était pas suffisamment au rendez-vous. Donc nous avons eu des projections là où il y avait quasiment personne. Un public qui n'a pas été suffisamment informé, avec des salles qui n'ont pas toujours fait le plein d'œufs aux grandes dames des cinéastes. Et pourtant, il y a eu de la matière, des jeunes talents qui montent tant chez les acteurs que chez les réalisateurs et les producteurs africains. Je le trouve très dynamique surtout, c'est-à-dire que je trouve ça bien justement qu'il y ait autant de choses qui se fassent dans tous les formats, pas seulement en cinéma, aussi en web-série. Il y a une relève qui est en train de se mettre en place. Il y a une nouvelle génération de cinéastes qui arrive. Qui est plus ambitieuse. Et visiblement, le cinéma africain, notamment camerounais, a toutes ses chances. Au-delà des films que nous avons pu voir, il y a tout un panel de professionnels présents
sur le festival et les échanges permettent d'avoir une très grande ouverture pour tous sur le cinéma africain et le cinéma du monde. 10 jours d'échanges, de projections cinématographiques, de compétitions et d'activités diverses auront suffi à ces observateurs et grands noms du cinéma africain de promouvoir le 7e art dans toute sa diversité. Rendez-vous est pris pour la 21e édition des Écrans Noirs en 2017. Alors, Bassek Bakobio, c'est forcément un point de débat. On vous a suivi hier, on vous a vu reprendre une intervenante sur la fréquentation du public. Vous semblez plutôt satisfait. Alors que là, c'est assez contrasté quand on écoute les autres acteurs. Non, il faut voir, moi j'ai les chiffres, il faut voir l'évolution entre le samedi, le premier jour, et le samedi, le dernier jour. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans la semaine qui a été foudroyante, étonnante. Mais cela veut dire simplement une chose. Vous ne pouvez pas dire aux gens, aux spectateurs, d'aller au cinéma le premier jour lorsqu'ils ont passé un an sans voir un film. C'est-à-dire qu'il y a une habitude d'aller au cinéma, qu'il faut continuer à entretenir. Et c'est pour cela que nous avons besoin de salles. Et vous vous rendez compte que les premiers jours, par exemple, bon, c'est vrai, on vous dira que les programmes sont sortis un peu en retard, mais vous constatez les premiers jours, il y a moins de monde que dès que le week-end, par exemple, se termine et avance. Donc au niveau de la fréquentation, globalement, nous n'avons pas été déçus. Ce que j'ai repris hier, c'était simplement qu'on avait l'impression que ça avait été régulièrement ça. Mais à la fin, il y avait des séances qui ont refusé du monde. Voilà. Alors cette 20e édition, cette année 2016, c'est quand même une année faste pour le Festival Écran Noir, 20 ans, l'âge à maturité. Et puis, il y a eu cette heureuse nouvelle, ce décret qui est tombé comme un cadeau de Noël au mois d'avril, le 28 avril, avec cette reconnaissance d'utilité publique accordée à l'association Écran Noir. Ça a changé beaucoup de choses. Mais ça a changé beaucoup de choses. Il faut d'abord dire que lorsque nous avons sollicité ce statut, c'était parce que nous avions notre projet de complexe cinématographique. Il est toujours là, nous l'avons toujours. Et les partenaires qui voulaient financer ce projet, ce n'était pas des crédits, c'était des subventions, c'était des dons, voulaient quand même que nous ayons ce statut qui les rassurait quant au fait qu'au niveau du Cameroun, on acceptait que nous ayons des projets comme cela, bâtir une salle de cinéma. Et nous espérons que ce projet va aboutir. Nous avons eu des petits problèmes de terrain. Nous aurions pu en acheter. Mais dans le cadre de ce genre de convention, on vous demande que l'État vous donne du terrain parce qu'on voudrait s'assurer que l'État y trouve son compte. Et là, maintenant que nous avons ce statut, bon, c'est vrai que cela donne beaucoup plus, n'est-ce pas, de vigueur encore dans notre action et que nous allons redémarrer ce grand projet et que nous allons, d'ici quelques mois ou quelques années, avoir un complexe cinématographique qui fera que lorsqu'un festival démarre, par exemple, les gens ont été au cinéma la semaine précédente, le mois précédent, et ils continuent simplement parce qu'il y a une nouvelle programmation et pas que chaque fois ce soit comme un recommencement pour les amener à aller dans les salles. Oui, Elvis. Oui, bon, depuis hier, j'ai envie de dire à Bassek, d'abord que lorsqu'on dit qu'il y a eu très peu de personnes dans les salles, ce n'est pas une accusation qui est faite à lui. Ce n'est pas une accusation qui est faite au gouvernement. C'est que nous sommes en train de dire qu'il y a eu une excellente programmation aux Écrans Noirs cette année, mais que vous lisez la presse, lisez Mutation le jour, Cameroun Tribune, de lundi à vendredi, effectivement, il n'y avait pas affluence dans les salles. Et c'est un problème, parce que quand l'association Écran Noir investit autant avec tous ses partenaires pour mobiliser les gens pour un festival et qu'il n'y a pas de gens dans les salles, c'est pas bien. Il a trouvé une première réponse. Les gens ont perdu l'habitude d'aller dans les salles. Mais l'autre réponse, c'est qu'au-delà même du cinéma, les derniers spectacles qu'on a eu ici au Cameroun en termes de musique, prenons, les gens commencent à être très rares dans les salles de spectacle et c'est un problème. Et c'est un problème, il faut le poser ouvertement pour pouvoir réfléchir à trouver une solution. Ce n'est pas une attaque contre les organisateurs qui ont fait un très bon festival. Mais je voudrais dire un mot sur les 20 ans d'Écran Noir pour apprécier l'évolution de la philosophie du philosophe Bassek Bakobio. Parce que il y a quelques années, il avait, vis-à-vis du cinéma, appelons-le nigérian, ou bien du cinéma camerounais d'influence nigériane,
il avait, on va pas dire du mépris, mais il avait un regard très critique. J'ai vu qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, ses positions vis-à-vis de ce cinéma ont changé, ont évolué. Et aujourd'hui, quand je vois la programmation d'Écran Noir 2016, je me rends compte que sa pensée a beaucoup évolué sur ce sujet-là. Le deuxième aspect sur lequel je veux réagir, c'est quand je vois par exemple que Françoise Zelon était la responsable de la programmation cette année aux Écrans Noirs. Et je vois tout le personnel, tous ceux qui sont mobilisés, je me rends compte qu'il y a eu une réponse. En fait, la jeunesse, la nouvelle énergie du cinéma trouve aujourd'hui sa place dans Écran Noir et c'est intéressant. Et il faut dire Jean-Bruno Tagne, Écran Noir est continuellement présenté comme une des plateformes excellentes de visibilité du cinéma en Afrique. Oui, il n'y en a pas d'autre. Je pense que c'est le seul festival d'Afrique centrale sur le cinéma en ce moment. Et ça fait 20 ans que ça dure. J'ai une relation particulière avec les Écrans Noirs parce que ma propre carrière de journaliste a commencé par les Écrans Noirs à l'époque. Coordonnateur du cahier. Voilà, des cahiers des Écrans Noirs à mutation. Donc c'est là qu'on a appris à faire des reportages autour du cinéma, à oser même la critique de films, et c'était vraiment une époque où les Écrans Noirs c'était très très populaire. Mais il faut dire que en termes de participation, les choses ont changé en fonction également de l'environnement infrastructurel du Cameroun. Moi je me souviens d'une époque où on diffusait les films au cinéma Théâtre Abia, il y avait également le centre culturel français, bref, il y avait quand même des endroits où on diffusait le film, c'était assez populaire. Je pense qu'aujourd'hui il n'y en a pratiquement plus. On est obligé d'utiliser des moyens du bord pour diffuser le film, ce qui peut justifier parfois que le public ne réponde pas présent. Mais il y a également que c'est la mentalité camerounaise. Ce qui est vrai pour le cinéma l'est également pour la musique, l'est également pour la littérature. Je pense qu'aujourd'hui... Et comment le journaliste, l'observateur des faits sociaux peut expliquer... Il faut, en fait, il faut... c'est un Parce problème... que le même Camerounais faisait ça comme il y a quelques années. Oui. Il y avait un engouement. En fait, il faut créer un nouveau type de citoyen, parce que un citoyen, c'est quelqu'un qui achète le journal pour lire des informations, de bonnes informations. Mais aujourd'hui, les gens, ils n'achètent pas suffisamment de journaux, ils ne lisent pas suffisamment de livres, ils ne vont pas au cinéma, ils ne vont pas dans les spectacles et tout. Ils font quoi donc ? Il y a une crise de la citoyenneté. Donc, et il faut également savoir qu'au début, les Écrans Noirs avaient un gros sponsor, c'était une bière. Et donc, je me souviens, Bassek Bakobio une fois se plaignait parce que les gens étaient plus présents dans les bars que dans les salles de cinéma. Donc, il y avait autour du festival Écran Noir le côté festif avec cette bière qui était sponsor. Et maintenant, dans les salles de cinéma, petit à petit, les gens commençaient à les déserter. Donc, je pense que c'est un problème qui est global, qui ne tient pas simplement pour les Écrans Noirs, mais c'est une crise de citoyenneté au Cameroun. Dans un pays où les gens n'achètent pas les journaux, ne lisent pas, ne vont pas dans les spectacles et tout, il y a un problème. Il y a un problème. Ils font quoi donc? Ils vont dans les bars, ils font autre chose. Ça correspond... Le sponsor, il est toujours là, 20 ans après. Absolument. Il a changé de marque, peut-être. Voilà. Alors, Thierry Tamar, il faut peut-être dire que vous m'avez dit hors antenne que vous êtes un produit des Écrans Noirs. Oui, je suis un produit des Écrans Noirs. Ça veut dire que l'Écran Noir a produit de beaux fruits. Beaucoup, beaucoup. Moi, je dis d'abord, pas parce qu'il est là, mais je dis félicitations à M. Bassek, parce que la critique est toujours facile. Parce qu'on attend beaucoup de lui, parfois un peu trop. Moi, je me rappelle quand je commençais, on disait tellement de ragots sur lui qu'à un moment, si j'avais pas eu le culot, moi, d'aller, je le dis encore, comme je dis, parfois je passais, je disais à Bassa, papa, bien gagné. Il dit oui, mais il était concentré sur le travail. Et c'est le jour où je me suis amusé à faire un bon film qui m'a regardé pour la première fois. Il dit, ah, toi, tu es intéressant. Ça m'a beaucoup marqué. J'admire d'abord parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et dont on dit beaucoup de choses. Je pense que c'est pas évident dans le contexte dans lequel nous sommes de répondre aux attentes de tellement de gens. Et le problème que Jean-Tagne a posé tout à l'heure, il est fondamental, même Elvis. Alors, il faut faire quoi? S'ouvrir au Nigeria ou pas? Il y a un souci de qualité. On va en parler. Voilà. Donc, on va en parler. C'est la trame de l'émission. C'est la trame de l'émission. Puisque vous avez la parole, je voudrais quand même vous interroger sur
j'ai failli dire la gifle au cinéma camerounais, parce qu'il me semble qu'il y avait une catégorie qui devait primer les longs métrages camerounais, et aucun film camerounais n'a trouvé grâce aux yeux du jury. J'ai vu Bassek Bakobio embarrassé, se demandant si le million de francs promis va retourner au sponsor. Il a dû sur place inventer une formule pour que le million soit attribué. Comme ça, aucun film camerounais n'a trouvé grâce aujourd'hui. Le jury critiquait les scénarios, la qualité. Mais c'est un tournant. Oui, mais enfin, moi je pense que je vais dire ce que j'ai à dire, mais il est le mieux placé pour répondre à ça. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que les Camerounais se plaignent beaucoup, surtout par rapport aux écrans noirs. J'ai été aux écrans noirs. Depuis plus de 17 ans, j'ai traîné aux écrans noirs, j'ai beaucoup appelé lors des rencontres. Les Camerounais ne font pas des films de qualité. Les scénarios sont mal écrits, le jeu d'acteur est piètre. Disons la vérité, je veux dire que où le festival, où il fait plaisir aux Camerounais, et du coup c'est plus intéressant. Regardons-nous en face, s'il part sur la compétence, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait plaisir aux Camerounais. À mon avis, les écrans étaient trop blancs. Et je me rappelle à une certaine époque, ok, les écrans sont... Il a créé même l'écran des trucs camerounais, des films. Il a créé des brèches et des brèches pour laisser quand même une marge. Mais jusque-là, c'est nous le problème. On a un problème de formation. Nous, les comédiens, les techniques, on a un vrai problème de formation. On parle plus qu'on ne fait. Okay. Donc voilà, moi, c'est ce que je veux dire. Elvis et puis Bassek Bakobio. Voilà. Moi j'ai suivi... Sur la question. Oui, j'ai suivi le président du jury. J'ai vu la réaction de Bassek, j'étais un peu choqué. Et après un moment, j'ai dit non, ça c'est un tournant. Ça c'est le tournant qu'il fallait. J'ai dit qu'il faut féliciter ce président du jury. Parce que ce qu'il a fait hier est un tournant pour le cinéma camerounais. C'est ce que je peux dire. Alors moi, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que lorsque j'ai eu cette nouvelle, j'étais estomaqué. Parce que c'est d'abord la preuve, que nous n'influençons pas les jurys. Vous savez, il y a des festivals où le président est tout le temps là pour savoir qui va gagner et tout. L'année passée, j'ai eu un doute par rapport à un prix. Et j'ai pris des mesures de sécurité davantage encore cette année. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis dit, ce jury-là était constitué par des gens qui connaissent très bien le cinéma africain. Celui qui était président du jury a été pendant 10 ans directeur du cinéma et des médias de l'Organisation de la francophonie. Ça veut dire qu'il a été président de la commission pour donner de l'argent aux films. Il a suivi la post-production des films. Il les connaît sérieusement. Et dans la commission, il y avait des Africains. Il y a une jeune Africaine, Chris Daïka, qui a fait des films extraordinaires, des courts-métrages, qui était dans le jury. Quand j'ai appris la nouvelle, je l'ai coincé dans un coin et je lui ai dit, dis-moi la vérité, est-ce que tu étais d'accord qu'on donne le prix à aucun film? Elle me dit, oui. Mais elle a dit, avec une voix qui me montrait qu'elle avait peur que ses collègues le sachent. N'est-ce pas? Et je lui ai dit, non, mais si tu es d'accord, si tu es courageux, ça va. Des gens comme Tierno, Dia, qui est quand même un des meilleurs critiques africains de cinéma, était dans cette commission. Et je rejoins tout à fait ce que Thierry disait tout à l'heure. Il faut que les Camerounais sachent que ce n'est pas de faire un film simplement qu'il s'agit, c'est de faire un bon film. Et cela veut dire par exemple que l'écriture est essentielle. Et c'est pour cela que je suis très content puisque nous, cette année, nous organisons 3 sessions d'écriture du scénario. Ici, quand quelqu'un vous envoie son projet, moi, je lis la première page. Si ça ne me va pas, j'arrête tout de suite. Mais vous avez tellement de gens. Alors, Thierry parlait des jeunes tout à l'heure, qui va aller s'asseoir au bar et dire, ah oui, Bassek ne nous aime pas, il veut tout pour lui, tout seul et tout le reste. Moi, quand je lis une page de scénario et que je ne peux pas approcher, j'arrête. C'est tout à fait simple. Ça veut dire qu'il faut que les gens apprennent à écrire, apprennent à bien écrire, parce que malheureusement, le film commence par là, par l'écriture. Et si les gars ne veulent pas travailler, c'est leur problème. Et le jour où, effectivement, un gars fait un bon film, nous avons lancé l'écran du film camerounais, il y a le film de l'anglophone qui vit aux États-Unis, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment, si vous regardez ce film, c'est un très beau film qui a été fait et il a gagné, par exemple. Mais cette année, bon, le jury m'a dit... Néant, et pour Elvis, c'est un tournant. Oui, moi aussi, dans la salle, quand le jury a dit qu'aucun film n'avait retenu l'attention, au départ, ça m'a un tout petit peu choqué, mais finalement, je me suis dit, mais écoutez, on ne va pas continuer avec la complaisance. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par le cinéma nigérian, qui, à une certaine époque, était de piètre qualité, c'était vraiment des navets, mais au fur et à mesure qu'on évolue, on change sur le plan technique, sur la qualité même des scénarios, ainsi de suite. Alors si nous voulons aller en concurrence avec ce cinéma nigérian qui de plus en plus est en train de se professionnaliser, on n'a qu'à bien se tenir. Et donc, dans un festival comme Écran Noir, on ne peut pas continuer à faire un peu de chauvinisme pour dire non, on a fait de très bons films pour primer n'importe quoi, alors qu'il est question de faire concurrence. Donc,
il faut que ce soit effectivement un tournant, que les uns et les autres comprennent qu'il y a un besoin de formation, il y a un besoin d'apprendre à faire les choses de manière professionnelle. Comme quoi, on ne peut pas jouer au pays organisateur avec le cinéma. Je vous propose, avant de poursuivre le débat sur les différentes, les principales étapes de la filière, on va le voir, la formation, la production, la distribution, un détour par un ouvrage qui peut, pourquoi pas, inspirer un scénariste, mais preuve aussi du rayonnement culturel du Cameroun à l'étranger. Lors de la prochaine rentrée scolaire, Fils de prélat, l'œuvre du Camerounais Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IA Cameroun, sera au programme scolaire en classe de seconde au Gabon, et une délégation gabonaise a séjourné à cet effet au Cameroun. Je vous propose de revenir sur cet événement. C'est un sujet en zooming de Monique Félicité Thuen. Fils de prélat a été rédigé en 1982. Armand Claude Abanda est alors élève en classe de terminale C, mais passionné par la littérature. À cette époque, le futur étudiant en informatique est loin de se douter de l'impact qu'aurait l'œuvre de son imagination. Je suis heureux de constater que le Gabon, qui est ma seconde patrie, a décidé de mettre ce livre dans son programme scolaire en classe de seconde de série d'enseignement général et technique. C'est une grâce. Je remercie vraiment le Dieu Tout-Puissant de cette grâce-là. Et je remercie également mon pays pour avoir donné les facilités nécessaires pour que cet ouvrage puisse avoir cette ascension que nous connaissons aujourd'hui. Il n'a fallu que quelques mois à l'Institut pédagogique national du Gabon pour se décider. Séduit par le roman, l'IPM l'a intégré comme manuel à l'enseignement du français dans toutes les classes de seconde générale et technique au Gabon. C'est lui qui a demandé que son livre soit analysé. Et il s'est avéré que c'est un livre de bonne facture, c'est un roman, n'est-ce pas? Et puisque nous sommes ouverts à l'international, selon notre réforme, nous analysons. Et le thème central, surtout que transporte cet ouvrage, est pertinent. Ce roman passionnant et captivant de 202 pages est plein d'enseignements, toujours d'actualité, 34 ans après sa rédaction. Il y a la thématique déjà des familles monoparentales, celle de la délinquance juvénile, celle de l'idée de l'argent facile, le thème du VIH-Sida. Nous avons également dans cet ouvrage le thème de la maternité précoce. Après Ferdinand Léopold Oyono, Armand Claude Abanda est le deuxième Camerounais dont l'œuvre est inscrite au programme scolaire gabonais. Cela lui a valu la reconnaissance et les félicitations du ministre de la Culture. Je m'en réjouis au moins à deux égards. D'abord parce qu'il s'agit d'un auteur camerounais, de la nouvelle vague des écrivains camerounais. Ensuite, au regard de ce que cet ouvrage est édité par Clé, qui est la plus ancienne et l'une des plus solides des maisons d'édition africaines, panafricaines installées au Cameroun. Aussi, Fils de prélat est l'histoire d'un prêtre papa qui suscite une controverse à première vue. Jamais il ne m'est venu l'idée en écrivant cet ouvrage d'attaquer l'église, qui de plus c'est mon église. Je voulais simplement dire que chaque prêtre, chaque évêque, chaque cardinal et même le pape sont des hommes. Ils sont à mesure d'avoir des sensations dans mon histoire. Le prélat qui aujourd'hui a un fils, soit un prélat qui a engrossé sa jeune amie avant même qu'il n'ait la vocation de devenir prêtre. Toute une histoire palpitante qui sera bientôt métamorphosée.
on pense déjà à l'idée de le traduire en plusieurs langues. Un scénario de Fils de Prela a été traduit en brésilien tout récemment par un producteur qui voudrait en faire un film par les Brésiliens. Armand Claude Abanda, l'homme des TIC, se révèle ainsi au monde sous une autre posture, confirmant la mission qu'il s'est assignée un peu plus jeune, celle d'apporter sa contribution à l'émergence de son pays et de l'Afrique. C'est la culture camerounaise qui rayonne ainsi. On revient donc au 7e art et avec cette interrogation centrale à ce stade du débat, comment forger un nouvel âge du cinéma camerounais, que ce ne soit plus simplement une dimension créative, mais davantage qu'on rentre dans une véritable industrie du cinéma, comme on le dit aujourd'hui, en boostant donc les différentes strates de la filière, la production, la distribution, l'exploitation. Commençons peut-être par la production avec vous, Thierry Ntama. Vous faites figure parmi d'autres, on va dire de forces nouvelles du cinéma camerounais aujourd'hui, après votre film à succès Le Blanc de Yenga, et on annonce la grande première de votre nouveau film La Patrie d'abord. La Patrie d'abord. Et il y a également cet embryon de Collywood qui s'inspire beaucoup du succès de Nollywood Nigeria. Comment vous pouvez répondre à cette question? Que faut-il faire aujourd'hui pour faire ce saut qualitatif que nous appelons de nos... Ben, la première chose, c'est la formation. C'est la formation, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont le sentiment qu'on se lève un matin et on fait du cinéma. Il y a tellement de métiers au cinéma et il faut se former au scénario, dans le jeu d'acteur. C'est pas forcément aller dans des écoles, mais il faut être assistant. Je connais beaucoup de gens qui veulent être réalisateurs sans jamais avoir été même assistant, sans jamais même rôder des plateaux. Beaucoup veulent commencer aujourd'hui et réussir aujourd'hui. Donc la formation est un gros problème parce que tout le monde a le sentiment qu'il peut réussir. La deuxième chose, c'est le tribalisme. Je sais que ça choque, mais je le dis parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que beaucoup ont braqué la question du cinéma en jouant avec des accents. C'est-à-dire que, mais c'est vrai, ça gêne, mais c'est ce qu'on voit tous les jours à la télévision. Les gens parlent avec des accents de Bamléké, de Betty, de Bassa, de Douala. On confond humoriste, théâtre, tellement de choses et on appelle ça acteur de cinéma. Et ça nous ramène à la formation. Ça nous ramène une fois de plus à la formation. Moi, je dis, j'ai le sentiment même que c'est la clé. On parle beaucoup de financement, mais derrière, et tout le monde tend la main pour le financement. Mais on ne cherche jamais à vraiment regarder les différents profils. Pourtant, quand je parle de tribalisme, si je parle de quoi? On a eu des films des Dikong et Pipa, Mouna Moto, je ne parlerai pas du sien parce qu'il est là, mais on a eu beaucoup de films comme Pousse Pousse, Jafet et Ginette, le retraité, qui ont fait rêver des millions de Camerounais. Joséphine Dagnou, on ne savait même pas d'où elle venait. Aujourd'hui, on a le sentiment effectivement que c'est des regroupements, des gens qui jouent avec des accents. On a aussi le favoritisme. C'est-à-dire qu'on prend sa petite copine, on prend son petit copain, on met... Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la question... C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans la recherche de l'excellence. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que cette œuvre-là sera regardée par des millions de Camerounais? Non. Comme il n'y a pas un vrai background, comme il n'y a pas de véritable challenge, comme tout le monde peut se lever un matin et devenir comme par enchantement réalisateur, et parler fort, et demander même des subventions, alors oui, on a le spectacle. Alors parlons des subventions, parlons des coûts. On veut savoir, un film comme le Blanc de Yenga, qui est le film qui vous a révélé, hein, on attend de voir ce que sera La Patrie d'abord. Oui. Il coûte combien pour faire un film comme ça? Non, pour être honnête, je ne produis pas dans des conditions... M'appeler même producteur, c'est un abus. C'est-à-dire que j'ai créé le cinéma au prix d'une bière, c'était une forme d'engagement. C'était engagé, je rentre ma formation de l'étranger et j'arrive, je me rends compte qu'il n'y a pas de salle de cinéma, il y a tellement de bars, il y a tellement de snacks et que même mes amis qui savent, que je sais qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ne m'aident même pas pour payer l'essence et tout, mais tous les soirs il faut picoler et boire des whisky et tout, dépenser des sommes incroyables. Et là je me suis dit, il y a un vrai problème. Comment on a toujours de l'argent pour de la bière et on n'en a jamais pour des choses qui vont même rester alors que nous on va mourir? Bon, on parlait d'Anne-Marie tout à l'heure, elle est partie, mais l'œuvre reste parce qu'on a pensé à faire quelque chose. Et c'est comme ça donc
dans cette démarche-là, je crée un mouvement qui s'appelle le cinéma au prix d'une bière. Mais c'est pour piquer, c'est pour faire réfléchir, mais pour dire que la bière rassemble aussi. Et c'est comme ça que je fais des films qui sont bénévoles et engagés. Je ne m'en vante pas. Mes comédiens, mes techniciens ne sont vraiment pas payés. Il y avait une volonté de dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Rester traîner à Paris ne changeait pas les choses. Je voulais rentrer, je voyais comme le Nigeria, comme le Ghana, rentrer dans mon pays, faire quelque chose. Et donc, du coup, on fait ces films-là. Mais ces films-là, en réalité, l'idée, c'est de finir sur un secteur commercial. C'est d'industrialiser la chose et gagner un marché. Donc, en réalité, la question de la production, oui, je n'ai que la régie. Je vous parlerai de régie. Mais un blanc des gars, la régie, vous avez pratiquement 15-16 millions. Mais 16 millions, c'est quoi? C'est rien. Ça, c'est tout ce qui permet juste à payer les costumes, les décors, la bouffe, la régie et peut-être des perdièmes pour les techniciens ou les comédiens. Mais ça ne peut pas être le vrai prix. Et je passe sous le contrôle de M. Bassé qui est là. C'est pas le vrai. Bien qu'il soit un film à succès, hein, ça ne change rien. 16 millions pour une régie, mais c'est pas le vrai prix d'un film en réalité. Alors, on va être obligé de parler du modèle nigérian que tout le monde a évoqué tout à l'heure, qui connaît un vrai succès. Il y a quelques chiffres qui donnent le tournis. On parle Bassek, Bakobio, de plus d'1 million d'emplois générés par Hollywood. On dit que c'est au plan quantitatif, j'insiste là-dessus, la deuxième industrie du cinéma au monde, après Bollywood et devant Hollywood. On parle de près de 2000 films produits par an. En quoi nous pouvons nous inspirer de ces succès en général? Alors tout à l'heure, Elvis disait que j'ai évolué. Non, moi j'ai évolué en 2006. Nous nous sommes retrouvés à Johannesburg pour le sommet mondial du cinéma, le cinéma des artistes noirs. Et pendant que nous discutions comme cela, une cinéaste anglophone nigériane se lève, va à l'estade et dit, écoutez, vous nous fatiguez, vous les francophones. Vous nous parlez de vos films qui coûtent bien 500 millions, qui coûtent ceci, cela, et vous parlez de 20 films que toute l'Afrique francophone produit par an. Nous, au Nigeria, nous en produisons 3000. Et ça a été une grosse discussion avec les Idrissa et tout. On a passé toute la soirée à se dire, mais ceci. Et finalement, moi, je suis allé au Nigeria. Et aujourd'hui, je coproduis 2 films nigérians. C'est quoi? Je me suis rendu compte que, finalement, au Nigeria, il y avait le nombre. Quand vous avez le nombre, il n'y a pas forcément la qualité, mais il y a un minimum d'iceberg quelque part. Vous comprenez? Lors des derniers écrans noirs, j'espère que vous avez assisté à la projection du film Vessilio. Vessilio, c'est une super production dans laquelle joue la chanteuse Angélique Kidjo, par exemple. Il a fait un casting international extraordinaire. Bon, donc cela arrive de temps en temps. Et les premiers films qui ont été faits, les 2000 premiers films qui ont été faits avant que le 2001e soit internationalement commercialisable, c'est pour la consommation locale, n'est-ce pas? C'est des produits. Parce que dans l'art, il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Il y a le produit, quelque chose qu'on consomme et qu'on jette, et puis il y a l'œuvre. L'œuvre perdue, elle survit à l'âge. Alors que le produit est quelque chose qu'on utilise pendant un temps, c'est une musique qui est à la mode et qui après est oubliée. Et le problème du Nigeria, c'est qu'ils ont un marché local qui peut permettre qu'on fasse 2000 films, qu'on les vende en DVD d'ailleurs, au départ. Aujourd'hui, ils sont dans les salles de cinéma, mais nous, quand on avait 100 salles de cinéma, eux, ils n'en avaient aucune. Lorsque nous n'en avons plus, ils ont commencé. Moi, j'ai inauguré la première salle du cinéma à Lagos, de Silverbird. Aujourd'hui, ils en sont à près de 80 dans le pays. Et donc, c'est vrai que quelque part, ce n'est pas que ça nous donne une idée, mais c'est que nous disons quelque part, il faut faire en sorte que le cinéma rapporte de l'argent pour faire de nouveaux films. Nous avons été longtemps bercés par la coopération française, par la coopération de l'Union européenne, et ça nous a rendu paresseux, nous les francophones. Là où le gars du Nigeria se battait, tournait à 2 millions de francs CFA un film, pour nous, il nous fallait 300 millions. Aujourd'hui, moi, j'ai de la difficulté à faire un film à 100 millions. C'est presque impossible. Mais pour les Nigérians, vous lui donnez 100 millions, il fait 10 films. Et c'est pour cela que nous allons certainement essayer de pousser pas dans ce sens-là. Nous allons essayer de faire en sorte que nos jeunes fassent des films que notre public accepte de recevoir, accepte de payer pour aller le voir, et pour qu'il y ait un renouvellement. Mais ce que nous espérons, c'est qu'avec le nombre, il va y avoir quelques œuvres, n'est-ce pas, qui vont se faire à partir de là. Alors, Elvis, ce marché nigérien, il est alimenté parce qu'effectivement, il y a notamment la vente des DVD, on parle, il y a les films qui se vendent à 10 000, 20 000 DVD, il y en a qui se vendent à 200 000 DVD. On revient au stéréotype du Camerounais, du citoyen camerounais. On a des modes de consommation qu'on n'arrive même pas à classifier. Est-ce qu'on peut aujourd'hui miser sur la vente des DVD comme cela se fait au Nigeria? Moi, je pense qu'il faut que les experts s'asseyent. Experts du marketing, experts de la production cinématographique, et travaillent à voir comment les modèles étrangers peuvent nous inspirer. Il y a le modèle
nigérian, disons le modèle anglophone de manière générale, le modèle américain, le modèle indien. Et qu'est-ce qu'on peut prendre dans le modèle français? Il y a des choses qu'on peut prendre un peu partout pour construire un modèle camerounais qui correspond à la psychologie du Camerounais. Bon, moi je remarque, je suis obligé de le dire, bien qu'on soit à la CRTV, qu'il y a eu des chaînes de télévision qui sont nées au Cameroun et qui ont construit leur popularité sur la production de ce genre de films que Bassek décrivait et que les gens consommaient en grande quantité et appréciaient plus ou moins. Je pense que en développant ce genre de cinéma, les gens se font la main. Bon, peut-être dans un groupe de 100, on peut récupérer un jour, au bout de 10 ans, 10 cinéastes de qualité plus ou moins acceptable, mais ils se font la main. Au lieu de rester dans un pays où on ne produit rien, on ne fait rien, l'industrie est complètement morte. Et effectivement, le rôle de l'État par rapport à ça serait de mener la réflexion, de créer les conditions et qu'on sorte du deuil du Fodic qui date, ce deuil-là a trop duré et qu'on entre donc dans une formule réaliste adaptée à la sociologie et à la psychologie des Camerounais. On peut trouver, on a des intelligences ici qui peuvent nous permettre de trouver des solutions et je crois en écoutant d'ailleurs Bassek tout à l'heure, je pense que cette réflexion est amorcée en chacun de nous un peu. Il faut maintenant rassembler les gens pour mener la réflexion de manière précise en se disant que le cinéma ne peut marcher que s'il est désormais considéré comme une industrie. Ce ne sera plus juste une distraction, ce sera pas un secteur qui repose entièrement sur des financements et des subventions, mais ce sera une industrie. Et l'État même qui lutte contre le chômage a intérêt à développer ces secteurs d'activité qui sont générateurs d'emplois. Jean-Bruno, je vous donne la parole dans un instant, puisque votre groupe constitue un grand diffuseur du cinéma au Cameroun, mais je voulais revenir sur la problématique des salles de cinéma. Bassek, comment on fait pour ouvrir les salles de cinéma? Parce que on a célébré récemment l'ouverture d'une salle de cinéma qui va davantage avoir vocation pédagogique à l'université de Yaoundé 1 et on a peut-être fait un mauvais procès très rapidement aux promoteurs des salles de cinéma, oubliant que les salles de cinéma avaient fermé faute de cinéphiles. Bon, les salles de cinéma n'avaient pas fermé faute de cinéphiles. Hein. Les salles de cinéma avaient fermé parce qu'elles n'étaient plus adaptées au cinéma tel qu'il se faisait. Vous ne pouvez plus construire aujourd'hui à Yaoundé des salles de 1500 places pour les salles. C'est presque impossible. 1500 places, ça fait 5 salles de cinéma. Et le complexe que nous voulons créer au niveau des écrans noirs, c'est comme ça, c'est le complexe de 300, 200 places, mais en multipliant les écrans. Pour que l'électricité du bâtiment, le cinéma a bien un seul écran, payer le personnel, payer l'électricité et tout le reste. Et puis quand vous aviez vu le film qui était passé la veille, à 18h, vous étiez presque sûr que 2 fois sur 3, quand vous viendrez devant la salle, vous avez déjà vu le film. Donc c'est ça. Alors les salles, moi je crois qu'il n'y a que les imbéciles qui n'évoluent pas. Il y a aussi, sur le plan de l'exploitation, des choses dont je suis revenu. Nous lançons juste, maintenant que nous avons fait la 20e édition, la partie intérieure, j'ai dit intérieure, c'est dans le pays, dans les mairies de la 20e édition des écrans noirs. Nous avons sélectionné 50 mairies dans lesquelles nous allons aller présenter les films, c'est vrai, mais surtout former les jeunes localement. Nous formerons en collaboration avec la mairie des jeunes dans la production, à la réalisation et tout. Et nous allons encourager la mairie à permettre à 2 ou 3 groupes de jeunes de recréer ce que l'on appelait à un moment ici les ciné-clubs. Nous nous sommes battus contre les ciné-clubs d'abord parce que c'était vrai que nous pensions que c'était la concurrence pour les salles de cinéma. Mais les ciné-clubs ont disparu et les salles ont disparu. Et donc, nous voulons que les gens recommencent à aller. Que ce soit le mouvement inverse, que les ciné-clubs ressuscitent. Absolument, mais nous allons faire en sorte que ces ciné-clubs respectent la réglementation, respectent le fait qu'un film, il y a des ayants droit de ces films. Et nous allons, au début, n'est-ce pas, fournir ces ciné-clubs-là en film, leur donner du matériel d'ailleurs pour une bonne diffusion, essayer de travailler. Et c'est comme cela qu'on va recommencer, je crois, par rapport à cela. Les salles ne sont plus aujourd'hui le seul endroit où on peut voir un film. Ça, c'est vrai. Mais il y a cette magie de voir le film en groupe qui est important encore. Et je crois que ça va se poursuivre. Non, mais sur la question des salles, effectivement, il en est des salles de cinéma comme des stades de football.
Aujourd'hui, construire un terrain de football de 50 000 places pour le championnat camerounais, c'est une bêtise, c'est un éléphant blanc, parce qu'on ne fera plus 50 000 personnes pour regarder un match de première division. Il est plus intéressant de construire des petits stades qui font 3 000 places, 10 000, 15 000 places. Là, on est sûr d'avoir des gens. Et autre chose, moi j'entends souvent des gens dire on ne peut plus aller au cinéma parce qu'on a la télé, parce qu'on a le téléphone portable sur lequel on peut regarder les films. En même temps, les mêmes vous disent qu'il manque d'espace de loisirs. Voilà. Donc, en famille. Le problème, c'est qu'aller au cinéma, au-delà du film qu'on va regarder, c'est une sortie. C'est exactement la même chose au terrain de foot. Donc, construire les salles de cinéma aujourd'hui, on ne les construit pas comme le cinéma Abia ou bien le FEB de l'époque. Non, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'activités qui se greffent autour du cinéma et qui participent de l'attraction du public, du marketing autour d'un film. Donc, on ne peut plus construire des salles de cinéma comme on les faisait il y a quelques années. Il faut trouver un autre marketing pour amener les gens à venir dans les salles de cinéma. Et donc, sur la question des salles de cinéma, ça c'est vraiment le nœud de l'affaire. On ne peut pas développer une véritable industrie du cinéma au Cameroun sans réfléchir sur comment diffuser ces films. C'est quand même terrible de voir des gens qui mettent des moyens pour produire un film et vont les diffuser dans des bars. Parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma adaptée et une vraie salle de cinéma. C'est pour ça que je regrette un peu que la salle de cinéma qui a été célébrée il y a quelque temps ait une vocation essentiellement, disons, pédagogique. C'est un peu dommage parce que cette salle de cinéma, si on l'avait posée ailleurs que dans un campus d'université, cela aurait pu relancer l'industrie du cinéma ou alors amorcer la relance de cette industrie-là. Parce que moi, j'ai regardé le premier film qui a été diffusé là-bas en avant-première et c'était quand même quelque chose de émotionnellement, c'était assez fort de revivre un film dans ces conditions-là avec une qualité sonore qui est différente. Ça change, ce n'est pas la même chose que de regarder un film à la télévision. Et donc sur la question de la diffusion, moi je travaille pour... Oui, maintenant je vous interroge comme diffuseur. Vous êtes un des plus grands diffuseurs du cinéma au Cameroun. Absolument, parce que dans le groupe Canal 2 International, là, il y a 5 déclinaisons avec plusieurs chaînes que je ne vais pas citer ici, mais parmi ces chaînes, il y a donc Canal 2 Movies qui existe depuis qui a beaucoup d'audience, hein? Qui existe depuis 2 ans et occupe un rang tout à fait respectable dans le dernier classement d'audience qui a été commandé par le groupe Bolloré. Donc ça veut dire que les Camerounais ont un besoin de regarder leurs films. Canal 2 Movies aujourd'hui, c'est des films, c'est à 80% des films qui sont produits par des jeunes réalisateurs camerounais. On a des anciens films qui ont fait Flores au moment où on lançait Canal 2 il y a beaucoup d'années de cela, mais il y a également des nouveaux films qui sont financés d'abord par la maison. Il y a des films qui nous sont gracieusement offerts par les producteurs qui cherchent simplement un espace où ils vont faire un espace de visibilité. Donc, je pense, voilà. Donc, c'est quand même terrible que quelqu'un mette des moyens dans un projet comme celui-là et l'offre gracieusement. Ce n'est pas effectivement, comme il dit, de nature à favoriser une plus grande production, mais qu'est-ce que vous voulez, ils ont besoin d'être diffusés. Donc, si on a envie de relancer l'industrie ou alors d'avoir une véritable industrie du cinéma au Cameroun, il faut d'abord penser à la diffusion. Ça, c'est le modèle français. Quand je disais qu'on peut puiser dans chaque modèle, le modèle français, c'est que la télévision a contribué un peu à faire bouger, à faire financer le cinéma. Ces 20 dernières années, le cinéma français, c'est 80% de la télévision, c'est 60% de Canal+. Voilà. Alors Thierry, on est dans un modèle où les jeunes producteurs camerounais, vous faites tout à la fois, producteurs, réalisateurs, distributeurs et même parfois éditeurs de DVD. On ne peut pas continuer ici. Non, tout dépend. Moi je dis, c'est un problème de démarche. Ce qu'on veut, c'est que le film soit bon. C'est-à-dire que moi j'entends, je sais, j'ai commencé comme comédien, après j'ai réfléchi, je me suis dit mais comédien pour jouer dans quel film? Vous voyez, je veux dire que ça, de fil en aiguille, ça, c'est pas, je veux dire, il n'y a aucune louange. Pour beaucoup, être réalisateur, c'est le chef. C'est-à-dire que les titres, moi, au final, ce que j'ai envie de voir un bon film. C'est quand je vois un bon film que je me dis, bon, maintenant, au fait, qui est le réalisateur, qui est ceci, qui est cela. Donc, et encore, même ceux qui associent parfois plusieurs casquettes, souvent, on ne voit pas comment ils sont entourés. Est-ce qu'ils délèguent? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens?
moi, au final, c'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être focus sur pourquoi est-ce que quelqu'un fait plusieurs choses, on devrait peut-être regarder qu'il y a un vrai manque d'infrastructure, que la piraterie est un vrai cancer pour le milieu culturel, que quand vous rencontrez quelqu'un pour lui dire mets de l'argent dans le cinéma, il dit je rentabilise comment, vous lui dites quoi? Vous lui dites quoi? Alors, vous faites un film comme Le Blanc d'Inga qui plaît à des millions de Camerounais, peu importe votre tribu, votre classe sociale, votre parti politique, que sais-je encore, c'est bien beau. Mais les gens confondent succès et argent, popularité et argent. Ils ont téléchargé, ils sont allés un peu partout. Donc, au final, je veux dire que, à un moment, parfois, à l'État, ce qu'on ne demande même pas, c'est de financer, on se dit, à la limite, mais créer, réguler, tuer même la piraterie, parce que finalement, on a laissé pourrir cette histoire au point où les gars, c'est devenu normal. Un gars vous vend un CD à 500 francs, il y a 10 films à l'intérieur. Votre film peut-être coûte 50 francs et nous, vous ne reversez rien. Donc, dans un but sur entre Yaoundé et Douala que moi j'ai regardé Le Blanc des alors, le modèle nigérien, on parle de tout un quartier dédié au Nigeria avec des galeries où on vend toutes ces productions nigérianes là, avec tous les produits dérivés. On peut rêver d'un espace comme ça au Cameroun. Mais d'abord, ça peut peut-être inspirer le délégué du gouvernement qui est très inspiré par ailleurs. Bon, oui, comme ça, il nous aidera à construire une salle de cinéma, n'est-ce pas? Parce que je crois qu'il a terminé le programme de boutique. Idumtao Market. Voilà. Et donc, lorsqu'on aura fini avec le programme de boutique, on passera au programme peut-être de salle de cinéma. Et ce sera utile. Moi, c'est ce quartier, vous le dites, chaque fois que je vais à Lagos, j'y vais. Effectivement, il faut d'abord penser à une chose. Le Nigeria, c'est 150 millions d'habitants. Ouais. Et c'est à ce niveau que le Cameroun, le cinéma camerounais devrait profiter. Parce que nous avons le Cameroun anglophone, n'est-ce pas, qui fait des films avec beaucoup de comédiens nigérians maintenant. Il n'y a pas de films qui se passent à Boya ou à Bamenda. 2 films sur 3, il y a des gens qui viennent de là-bas. Parce qu'on a compris là-bas que c'est le comédien qui compte. Tout à l'heure, Thierry vous parlait du fait que c'était le réalisateur qui était le roi chez nous. Ben, nous-mêmes aux écrans, on a évolué. Le réalisateur, il est occupé, il ne peut pas venir. Nous, on est contents, il nous envoie les acteurs. Parce que c'est les acteurs qui vont vendre, effectivement, les films. Et le système nigérien est totalement différent du système camerounais. Nous sommes dans la logique du cinéma français. Au niveau du Nigeria, c'est la logique du cinéma américain qui compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un réalisateur qui prend le film du début à la fin. La personne qui est présente du début à la fin du film, dans tout film nigérien, c'est le producteur, et uniquement lui. Il demande à quelqu'un de lui écrire une histoire, il lui donne de l'argent, il demande à quelqu'un de diriger, de mettre en scène le film, il lui donne de l'argent, il prend un monteur. Et c'est lui qui est assis à côté, le réalisateur n'est même plus là. Moi j'ai vu un réalisateur à Lagos à qui j'apprenais que je venais de voir son film le matin. Parce que le film était fini, il n'était même pas informé, et tout le reste. Et c'est ça. Et nous avons eu ce problème ici avec les jeunes anglophones au niveau du Cameroun. Parce que lorsque nous faisions des invitations aux écrans noirs, nous invitions le réalisateur du film pour lui dire viens. On s'est retrouvé avec 5 films, il y avait le réalisateur dans 3 films. Et les producteurs nous ont appelés pour dire mais pourquoi vous l'invitez lui? Le film c'est mon film. Et donc, après, il a fallu évoluer et comprendre que, effectivement, c'est cela. Et donc, pourquoi est-ce que ça change? C'est que quand c'est le producteur qui est le patron du film, du début à la fin, alors il met un franc que parce qu'il va penser à récupérer un franc. Et lorsqu'il met un franc, il pense déjà à la récupération de ce franc. Alors que l'auteur pense plus au plaisir de faire ça. Alors Bassek, donc il y a manifestement une convergence avec la théorie d'Elvis. Nous avons besoin de nous asseoir, de définir notre propre modèle à nous pour forger ce nouvel âge du cinéma au Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'il faut s'asseoir et puis essayer de forger. Hein. Je crois qu'il faut essayer d'expérimenter des choses comme celles que fait Thierry, comme d'autres, et puis voir ce qui va en sortir. Parce que si les solutions se trouvaient à l'issue des colloques ou bien des réunions ou bien des expériences comme ça, ça se saurait. Non, je crois qu'il faut expérimenter et voir comment des films au Cameroun peuvent se vendre. Mais je dis toujours que pour nous qui sortons d'une forme de colonisation, la salle sera la première étape. Ramener les gens d'abord vers nos films, les amener à aimer ces films. Je suis très surpris parfois par la réaction des gens qui voient des films sur la chaîne, par exemple, Canal Movie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que comme cinéaste, je resterai difficilement 2 minutes devant ces films-là. Mais vous avez des gens au quartier qui restent là et qui trouvent leur compte et qui vous disent mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, quand vous allez dans les quartiers maintenant, vous placez une caméra, on vous donne le nom des gens, n'est-ce pas, qui écument Douala et tout ça, qui font... mais alors on vous dit ils font du cinéma. Mais ça, c'est aussi un autre problème. Mais bon, le côté économique aujourd'hui, personne ne peut s'en passer. Nous-mêmes au niveau du festival Écran Noir, pour revenir à ça, nous nous battons pour que, pour 1 franc reçu en subvention, que ce soit au niveau national ou international, nous rentrions dans l'économie camerounaise.
3 francs, n'est-ce pas, de cet argent. Donc personne ne peut plus faire aujourd'hui du cinéma uniquement pour l'art. Oui, très rapidement, Aimé Robert. En fait, je pense qu'il faut questionner la politique culturelle de l'État du Cameroun. Quelle est la politique culturelle de ce pays? Parce que c'est par là qu'il faut commencer. On ne peut pas vouloir faire du cinéma une véritable industrie quand on ne s'assoit pas et définit une véritable politique. Si on définit une politique, cela signifie qu'on commence par combattre la piraterie, qui est un problème pour la culture. Et vous voyez, dans un pays comme le nôtre, on s'assoit, on discute et on se rend compte qu'on n'a pas une seule salle de cinéma. D'accord, ce n'est pas le gouvernement qui doit absolument construire les salles de cinéma dans un pays, mais quelles sont les facilités? Ou alors, quelle est la politique que le gouvernement met en place pour favoriser... Les communes peuvent construire, oui. Les collectivités territoriales décentralisées. Tout ça est pensé à un niveau élevé. C'est-à-dire, le gouvernement se décide, nous voulons que désormais, il y ait des salles de cinéma dans toutes les communes. Comment on fait? On trouve des solutions pour y arriver. Ça signifie simplement que le gouvernement camerounais aujourd'hui n'a pas encore intégré le fait que le cinéma peut permettre d'offrir un certain nombre d'emplois aux jeunes Camerounais, exactement comme il a pensé que de construire un nouveau port à Kribi va permettre de développer le Cameroun. Donc c'est de cela qu'il est question. Et sur le financement, c'est vrai qu'on a souvent un problème avec les puristes comme Bassek, c'est-à-dire que à moins de 100 millions, il ne peut pas faire un film. Non, pourtant... mais lui-même dit que les Nigérians font... Oui, il y a des jeunes, que je vais produire, que je produis, que j'accompagne, qui font des films avec 5-10 millions. Voilà. Donc, et c'est ce qu'il faut... Moi, je pense que c'est ce qu'il faut encourager. Parce que quand vous regardez... des produits, ce n'est pas des œuvres d'art. Oui, mais on commence par là. On commence par là parce que quand on regarde une chaîne comme Canal de Movies, pardon d'en parler, qui... existe quand même depuis 2 ans et commence à avoir du galant dans l'audience, simplement avec des films qui sont tournés dans des conditions assez difficiles. Mais en même temps, Jean-Bruno, il va falloir qu'à un moment quand même... Ça va évoluer. Que le standard le cinéma nigérian qu'on célèbre aujourd'hui a commencé dans ces conditions-là. Tout le monde snobait le cinéma nigérian. Mais j'ai vu, il y a quelque temps, il y a 2 ans, le salon du film nigérian à Paris. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. En 2008, je faisais un travail pour Arte sur les programmes de télévision. On est allé à Douala pour assister au tournage d'une série qui était phénoménale sur Canal 2 à l'époque, qui s'appelait Les Déballeurs. Et on a vu les conditions dans lesquelles ces gens tournaient. Ils avaient des caméscopes. Pourtant, les gens regardaient. Je pense qu'à un moment donné, il y a un manque qu'il faut combler. Mais on ne peut pas se contenter simplement de combler ce manque. Il faut travailler de manière professionnelle, mais commencer quelque part. Et c'est à ce niveau-là que le gouvernement doit apporter également des financements qu'il faut. Ils appellent ça le compte d'affectation spéciale. Moi, quand j'ai vu les sommes qu'on a offertes aux gens, la plus grosse somme, c'était 7 millions de francs pour les écrans noirs. Les autres réalisateurs, ils avaient 1 500 000. C'est rien du tout. C'est un peu comme le financement de la communication sociale au Cameroun. En même temps, ils sont trop nombreux. Peut-être qu'il faut qu'ils s'organisent. Il faut donc organiser et financer ceux qui méritent d'être financés. Là, il faut choisir. Non, je suis d'accord. Il faut des concours de scénarios. Absolument. Profiter, financer peut-être 2 personnes par an. Oui. Sinon, ça devient du clientélisme où on est obligé de donner l'argent. De ne pas faire du social. Voilà. Elvis, on va pas ouvrir ce débat. Le saupoudrage, c'est un mal camerounais, mais qui consiste également à pouvoir... Je me permets de relever le problème de la piraterie. Oui. Et de vous dire que la piraterie qu'il y a au Nigeria est 100 fois supérieure à la piraterie qu'il y a au Cameroun. Donc, il ne faudrait pas que la piraterie, que nous réfugions toujours derrière elle, il y a la piraterie, mais il faut lutter peut-être contre la piraterie, à la fois par les lois, par les textes et tout ça, mais aussi par les méthodes d'action sur le terrain. Ce qui se passe au Nigeria, c'est que lorsque le film sort, il est projeté en salle, le lendemain les DVD. En fait, le producteur sait qu'il rentabilise son film sur une très courte durée. Ils ont 21 jours. Voilà, après, il laisse la piraterie aider à diffuser son produit. Elvis, alors il y a la concurrence des telenovelas. Alors les chaînes de télévision camerounaises s'engouffrent toutes dans cette diffusion, arguant de ce que le public aime ces telenovelas et en même temps également une bien-pensance qui veut que les télévisions doivent promouvoir l'exception culturelle. L'exception culturelle. Alors, comment on fait l'exception culturelle? En même temps, nous sommes citoyens du monde. Où est-ce qu'il faut placer le curseur? Bon, je pense qu'on ne peut pas débattre si on parle par exemple de télévision publique qui ont l'obligation vraiment de promouvoir la culture locale, la culture nationale.
bon, on se plaint depuis quelques années que le prime time soit confisqué par des films qui ne sont pas camerounais. Sommes-nous entendus? Je ne sais pas. Bon. Mais il faut résoudre définitivement ce problème. Vraiment, on ne peut pas débattre. Le service public n'est pas là pour faire le Mais en même temps, est-ce qu'on a aujourd'hui des films, des séries camerounaises de qualité qui peuvent nous permettre d'être compétitifs à ce prime time? Qui doit prendre l'initiative? Nous avons des séries qui peuvent alimenter des programmes et si jamais il y avait de l'espace qui s'offrait, il y aurait davantage de séries. Et c'est pour cela que je crois que nous sommes ici dans un service public, mais je crois que c'est le service public qui peut se permettre, lui, de commencer cela. Et bientôt, avec la TNT, il y aura un appel de projets énorme. Et c'est pour cela que les jeunes producteurs camerounais ont intérêt à commencer à bien faire leurs produits parce que effectivement, il y aura de telles possibilités que je ne vois même pas comment est-ce que nous allons couvrir les besoins qui vont se présenter. Parce qu'en réfléchissant même de manière, en ayant une pensée économique, on est obligé de se dire qu'on ne peut pas continuellement faire profiter l'industrie cinématographique brésilienne ou mexicaine. À un moment donné, il faut créer, en fait la télévision aussi là pour créer un besoin. Il faut créer un besoin de cinéma camerounais. Il existe même déjà quand on parle de canal de movie, mais il faut le développer davantage pour que demain, des gens qui peuvent faire de la qualité nous offrent des produits. Oui, Thierry Tamac d'abord. Oui, moi je crois que là on a beaucoup de solutions effectivement technologiques qui peuvent aider à cela. Moi je veux vraiment m'arrêter sur ce que j'ai envie de maîtriser le plus. Je vous assure, par mon expérience, ma petite expérience sur le terrain, que le public camerounais souffre beaucoup plus même des films de qualité, des films où il s'identifie. C'est-à-dire que en réalité je suis convaincu que s'il y a des salles de cinéma, pas plusieurs, même 2, 3, 4 simplement, et qu'il y a une bonne programmation, les gens viendront. Parce que le problème c'est que ce soit à la télé, que ce soit dans ce qu'on voit, les gens se plaignent du cinéma camerounais. Ceci n'est pas de qualité. Et je reviens une fois de plus, quelque chose qui peut être peut-être bizarre, cheveux dans la soupe, c'est la formation. Et Bruno, la vérité, par exemple, je trouve très bien la démarche effectivement à Canal de Movie, l'envie que les gars ont, la vigueur qu'ils ont. Ce que moi, et je le dis de façon vraiment très sincère pour le bien du public camerounais, c'est que je souhaite qu'après qu'ils aient fait des films comme ça, qu'ils viennent se former parce que beaucoup combattent même les professionnels. Ils vont faire cause d'écran noir, ils veulent entendre. Moi, c'est-à-dire que quand tu entends le discours d'un gars qui commence, tu te dis c'est pas possible. Les gens ne mesurent pas que tu vas faire un film, tu vas faire plaisir à des millions de Camerounais. Quand on a du mal à proposer des produits de qualité, créer même les TNT, ouvrir des salles de cinéma, si ça ne les parle pas, même dans les sujets de la vie de tous les jours. Le Blanc Ninga n'est pas le film que je souhaitais faire au départ, je souhaitais faire d'autres. Donc je me rends bien compte que parfois on oublie le cœur du problème qui est aussi le public camerounais. Oui, vraiment pour conclure, parce que... non, je disais simplement que nous, on n'est certes pas le service public, mais on a déjà compris la nécessité de valoriser les séries locales. Et en ce moment, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité d'écarter complètement les séries brésiliennes qui nous coûtent très cher sur nos antennes pour valoriser les séries camerounaises, et cela dans un futur qui est très proche. Et quand vous voyez le nombre d'annonceurs qui diffusent au moment où les séries camerounaises que nous passons sur nos antennes sont diffusées, vous vous rendez très bien compte qu'il y a un manque, il y a un besoin. Donc je prends par exemple le dernier film que nous diffusons en ce moment qui s'appelle La Reine Blanche, et vous avez connu l'époque des déballeurs. Il y a effectivement beaucoup d'annonceurs qui passent au moment où il y a ce besoin. Pour rejoindre Elvis, peut-être ce qui se passe à la CRTV, on a pu voir également qu'une série comme Yevol a eu beaucoup de succès. Ça veut dire effectivement qu'il y a une demande, qu'il y a une demande, et que forcément la réflexion va se poursuivre pour Je veux juste signaler que la CRTV a lancé ce dimanche une série camerounaise qui passe à 15h30. Par le même producteur d'ailleurs, par le même réalisateur d'ailleurs, je crois, Pierre est là de CRTV Sud. Alors ça se termine peut-être pas comme un film, ça se termine peut-être brutalement. Là on n'a pas vu atterrir, on n'a pas vu le scénario s'écouler, mais on est obligé de mettre un terme à ce débat. Le chef de plateau me fait des grands signes. On va poursuivre la réflexion en souhaitant bonne chance aux écrans noirs, et surtout salle comble à la grande première, à l'avant-première de La Patrie d'abord. Vous vous rappelez rapidement, ça se passe... Oui, La Patrie d'abord, c'est en salle, c'est dimanche prochain, 31 juillet à 18h au Palais des Congrès.
Puis j'invite le public camerounais à venir nous soutenir en salle. Et comme disait M. Bazek, le plaisir de voir un film en salle, c'est une magie qu'un DVD parfois piraté qu'on regarde à la maison n'a pas. Donc, absolument, absolument. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet important. L'industrie du cinéma au Cameroun, état des lieux et perspectives. Restons dans l'immatériel avec la promotion du recteur de l'université de Douala, François-Xavier Etoile, qui va donc désormais siéger comme membre du conseil d'administration de l'université virtuelle d'Afrique. C'est de l'intelligence camerounaise, une fois de plus, qui est célébrée ce soir. C'est le portrait de la semaine, c'est une signature de Berthe Mbala, de CRTV Littoral. C'est lui, François-Xavier Etoile, le recteur de l'université de Douala depuis septembre 2015, désormais aussi représentant de la grande région Afrique centrale, CEMAC plus Rwanda et Burundi, au sein de l'université virtuelle africaine. Une marche de plus gravie par cet homme de science. Tous les 2 ans, on remet les sièges en jeu. Et chaque bloc régional se réunit et fait une sorte de primaire dans le groupe Afrique centrale. Le Cameroun a fait l'unanimité et cela a été consacré à la plénière. C'est un sentiment de satisfaction d'avoir fait honneur à mon niveau, à mon institution, mais principalement à mon pays et de façon plus large au groupe Afrique centrale. Ce natif de Mbankomo dans la région du centre s'est forgé à l'université de Paris Pierre et Marie Curie en France, filière biochimie, spécialité microbiologie. Le professeur titulaire des universités avec à son actif près de 140 publications scientifiques a fait ses galops d'essai à l'université de Ngaoundéré, au ministère de l'Enseignement supérieur et dans les services du Premier ministre. Voyez-vous, le hasard voudrait que je me retrouve en train de gérer un établissement de sciences juridiques et politiques, alors que je n'ai aucune notion de tout cela. Ça, ce sont des expériences qui vous marquent, qui vous façonnent. Et puis, le microbiologiste a ceci qu'il est formaté pour, en un clin d'œil, pouvoir balayer et voir et retenir quelque chose. Vous savez, quand un micro-organisme, une bactérie se multiplie ou bouge, vous êtes au microscope, et il ne vous attend pas. Les choses se passent à une fraction de seconde. Vous devez être capable que votre mémoire puisse photographier ce que vous avez vu. Sûrement que ma formation de microbiologiste, si maintenant je me retrouve en train d'acter avec le macroscopique, vous comprenez que je peux penser que quelque part ça m'aide à être à l'aise dans le management. François-Xavier Etoile, c'est aussi ce responsable accessible, mordu et utilisateur à fond des technologies de l'information et de la communication. J'ai compris l'importance des TIC et en tant que manager, en tant que chef de l'institution, j'entraîne et donc j'encourage les chefs d'établissement, les enseignants, chercheurs à booster le système. L'université virtuelle africaine pour lui est donc réalité et nécessité. Les institutions de formation supérieure africaines sont restées jusqu'à présent sous le mode d'enseignement présentiel. Ce qui implique qu'on soit amené à construire des bâtiments physiques et faire des enseignements intramuraux. Or, la population estudiantine dans nos pays a une croissance exponentielle telle que demeurer dans cette posture vous amène directement vers l'impasse. Il faut donc aujourd'hui envisager, exploiter d'autres modes de formation qui ne nécessitent pas une présence entre les murs, dans une salle de classe, dans un amphithéâtre. Et ces autres modes de formation sont tout aussi efficaces. Et en ce sens que peuvent permettre d'atteindre un plus grand nombre à la fois. Et la qualité de la formation y est aussi. L'année dernière, l'université de Douala comptait environ 50 000 étudiants. Nous allons probablement compter 53 000, 56 000 étudiants
à cette allure, les murs, comme vous les voyez, elles ne sont pas élastiques, ce n'est pas extensible. Ça permet de résoudre le problème de la demande de formation supérieure avec satisfaction. Hors des campus, ce père de famille attentionné est toujours actif et agile. Il n'y a plus beaucoup de temps pour des distractions. Mais ça me fait un point d'honneur de, s'il ne pleut pas, de jouer au tennis tous les 2 jours. Près de 50 000 étudiants à gérer à l'université de Douala. Presque autant à administrer à l'université virtuelle africaine. François Xavier Eto'o sera plus que par le passé en mouvement, physiquement et virtuellement. Les bonnes nouvelles s'enchaînent dans cette édition de Scène de Presse. Nous allons à présent retrouver le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales qui confirme le retour progressif à la normale au sein de la filière avicole, frappée de plein fouet par la grippe aviaire comme on le sait. Le ministre Taïga en posture de focus des Scènes de Presse. La phase actuelle est la phase de depeuplement des fermes. Et ce depeuplement se fait progressivement sous la coordination des autorités administratives et avec un appui technique des responsables des services locaux, des services vétérinaires. Cette phase de depeuplement devrait suivre inévitablement la mise en quarantaine des fermes, la désinfection et mise en quarantaine des fermes. Et il va s'en suivre inévitablement l'ouverture des marchés qui se fait également sous la coordination actuelle des gouverneurs des régions et des services techniques locaux. Et le retour à la normale, si nous pouvons le dire ainsi, est amorcé. La levée de l'arrêté déclarant l'infection signifie que le gouvernement atteste devant l'opinion nationale et internationale qu'aucun virus ne circule à l'intérieur. Par conséquent, il y a une procédure qui est tout à fait applicable à pareilles circonstances. Il s'agira, après les phases de désinfection, peut-être que vos équipes pourraient descendre dans les fermes et voir comment ça se passe, ces désinfections. Après l'analyse de quelques fermes et à plusieurs reprises de tests à partir du laboratoire que le virus ne circule pas. Et en ce moment seulement, le ministre lèvera et attestera que le virus ne circule plus. Mais à ce stade, je pense qu'il est prématuré de dire que le virus ne circule pas. Nous avons contenu tous les foyers, nous avons fait une maîtrise de l'expansion, nous nous assurons aujourd'hui qu'il n'y a aucun foyer, mais nous veillons à ce que, à terme, après les différents tests, après les prélèvements de labo, après les analyses de laboratoire, nous voulons nous assurer que le virus ne circule plus. Et en ce moment seulement, nous pourrons prendre l'arrêté de levée de déclaration d'infection. Mais toutefois, des consignes ont été données en ce qui concerne la reprise des activités dans les différentes régions. Il s'agira aujourd'hui, avec cette crise, d'aborder la modernisation qui passe inévitablement par le raccourcissement des circuits. L'élevage en ferme, d'une durée bien prédéterminée, la commercialisation après abattage et transformation et la commercialisation des produits finis. Je pense que c'est une amorce que nous devons commencer. Et déjà au niveau national, nous avons à Bomono, à Douala, un abattoir industriel où ces produits sont mis sur les marchés. Ce qui a d'ailleurs qui crée parfois la confusion. Quand on voit ces produits sur le marché, on le compare à des produits qui viennent d'ailleurs. C'est des produits, nous avons amorcé la modernisation et il s'agit de continuer dans ce sens-là. Aucun élevage industriel n'a été touché. C'est le premier résultat positif de l'action menée par le gouvernement et l'ensemble des acteurs. Je répète, aucun élevage industriel n'a été touché. C'est dire que la base productive est restée intacte.
en dehors du complexe avicole d'où est partie la maladie. C'est-à-dire que la capacité de production de poussins des jours, si vous enlevez le cadre du complexe, est restée intacte. Les couvoirs sont restés intacts. Par conséquent, la base productive étant là, nous ne faisons qu'une continuité dans l'activité qui se remet normalement dans sa filière, dans sa phase de croissance. Il n'y a pas de problème de poulet importé au Cameroun. Tout simplement parce que déjà, le poulet importé, s'il est fait, c'est du poulet de haut de gamme pour les grandes surfaces. Et ceci a été toujours fait ainsi pour permettre aux consommateurs de faire le choix. Vous savez que nous vivons dans un environnement où il y a les nationaux, il y a également d'autres nationaux qui viennent d'autres pays et qui ont leur culture, qui ont leur goût. Et il ne revient pas à un gouvernement d'orienter la consommation vers un produit ciblé. Donc, le gouvernement, de tout temps, a toujours autorisé les poulets entiers pour des consommateurs qui voudraient bien consommer des produits de haute gamme et qui se vendent dans les supermarchés. Donc, l'importation des découpes de poulet, c'est la nuance. Des découpes de poulet, le ministre de l'élevage n'autorise pas, ne donne pas les avis techniques. Et inévitablement, le ministre du Commerce n'autorise pas, ne délivre pas des autorisations d'importation. Et ceci a été le cas depuis quelques années. Et tel est le cas aujourd'hui. Donc il ne se pose donc pas un problème de poulet congelé. Pour ceux qui annoncent la présence, il peut, si ça existe, des découpes, il ne s'agirait que de problèmes de fraude, d'importation frauduleuse de certains pays, c'est tout. Ouais. Petite phrase du docteur Ali Taïga, il n'y a pas de problème de poulet congelé au Cameroun, il n'y a pas d'importation, d'autorisation d'importation de poulet congelé au Cameroun. Si on entre dans les marchés, cela relève d'une importation frauduleuse. On va poursuivre au pas de course en retrouvant Pierre Barnabé et Vembe pour l'info hilarante. C'est l'image collatérale du soir. Chers amis du collatage, mes hommages. Comme vous pouvez le constater, je suis bien fatigué, je suis vanné. Le week-end a été sérieux. J'ai été bien secoué. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de collatage ce jour. On verra seulement cela la semaine prochaine. Un instant, j'ai un message. Un message sur WhatsApp. Ah, c'est le Mincom. Qu'est-ce qu'il dit ? Chers amis, faites le collatage immédiatement, sinon vous serez considéré comme étant un pourfendeur de scènes de presse. Ah, c'est dangereux. Attendez, je vais répondre. Ok, bien reçu, monsieur le ministre. Je vais le faire immédiatement. Voilà, j'envoie. Ah, je suis obligé d'improviser une forme, hein. Je crois que je suis en forme là maintenant. Notre ministre est très androïde, vous avez vu, vous avez remarqué. Même si de temps en temps certaines personnes se moquent de lui, hein, il est trop attaché à son téléphone tactile. Hein, les gens se moquent même de lui là. Qui va être collaté ce jour? That's the question. Excellence. Oui. Déjà, bonne fête. Merci, monsieur. Le terrorisme, on ne blague pas avec. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Ah, ça, alors qu'il vient de fêter le 14 juillet la prise de la Bastille. Pourtant, Christine Robichon a tout fait pour que la fête soit belle. Elle-même, elle était au four et au moulin. Elle a même sablé le champagne avec les membres du gouvernement. Ils sont venus communier avec la communauté française qui se sent très bien au Cameroun. Tout le Cameroun est touché par ce qui s'est passé en France. Le chef d'État a présenté
ses condoléances à l'ambassadeur de France par la voix du Premier ministre. Nous soutenons la France nous soutient dans ce combat, dans cette lutte contre le terrorisme. Et le Cameroun a toujours soutenu la France. Hein. Même quand, à l'époque, là, quand il y avait des grandes guerres, on a rencontré d'ailleurs les anciens combattants, l'adjudant-chef-major Essindji et l'adjudant-chef-major... Atoubou, vieux François, 84 ans. Papa François, dites-nous, vous avez fait quelle guerre même d'abord? J'ai participé à la guerre de l'Indochine, de l'Algérie et du Maroc. Comment c'était? C'était facile, c'était difficile? Je puis dire que c'était en quelque sorte bien passé, puisque je n'étais pas mort. Et j'ai eu la chance qu'en Indochine, c'était juste au moment où la guerre finissait. En Algérie, c'était aussi la même chose. J'ai participé toujours à la fin des hostilités, quoi, jusqu'à ce que je suis rentré au Cameroun. C'est vrai que la guerre, on ne peut pas dire que ça s'est bien passé, mais ça a été comme vous avez imaginé, quoi. C'était une guerre, ce n'était pas le machin de beaucoup là. Papa François, vous dites que votre guerre n'était pas comme quoi? Comme quelle guerre? C'était de la guerre. Hein? C'était la guerre, ce n'était pas le Boko Haram. Hein? C'est-à-dire au jour, on s'attendait à la mort, jour le jour. Vous êtes avec des camarades comme ça, là, demain, ils ne sont pas là. C'est une histoire de chance de se voir encore en vie. Non, Papa François, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. La guerre contre Boko Haram, c'est pas une guerre conventionnelle comme vous étiez en train de la pratiquer avec les autres, là, en Indochine et tout. Celle-ci est devenue asymétrique. C'est-à-dire que l'ennemi change de tactique. L'ennemi change sans cesse. Donc, ce ne sont plus les chars, ce sont les petits-enfants qu'on envoie. C'est des camions comme en France. C'est des avions aux États-Unis. Non, Papa François, il faut respecter la guerre contre Boko Haram. Bref, racontez-nous. Alors, comment ça s'est passé en Indochine là-bas? On trouvait ça des fois comme un sport. Hein? Comme un sport, on n'avait pas beaucoup. Mais actuellement, quand je revois les étapes, les lieux où je m'amusais, je dis Dieu merci. Vraiment, je dis Dieu merci. Il arrivait des fois qu'on nous interdit un quartier de ne pas y aller. Nous y allions pour chercher des femmes. Ça ne mettait pas pied là. Mais la nuit, allez, on sort. Vous étiez courageux, vous alliez faire quoi dehors? Nous y allions pour chercher des femmes. Ça ne mettait pas pied là. Mais la nuit, allez, on sort. Ah, même sans armes. On y allait comme ça là. Je me demande, mais comment? Pourquoi on y allait? Allons-y. Ah, vous avez dit c'était la jeunesse, n'est-ce pas? La jeunesse. Les risques, on était jeunes. Les jeunes que vous voyez là ne craignent pas grand-chose. Hein? Dernière articulation de scène de presse, les une du lundi. J'ai le plaisir d'accueillir Agnès Solange à Bessolo, particulièrement ravissante ce soir. Bonsoir Agnès Solange. Bonsoir Aimé Robert, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, adeptes de l'info croustillante. Alors, un sommet de crise des chefs d'État de la CEMAC, c'est le titre qui barre la une du journal Intégration avec en toile de fond les travaux de ce sommet programmé le 30 juillet prochain à Malabo en Guinée équatoriale. Annoncé en priorité leur position commune face au refus de l'Union européenne de poursuivre les négociations pour un accord de partenariat économique régional. Il y a également le renouvellement du gouvernement de la BEA qui compte parmi les urgences de la table de travail des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ce qui fait dire à mutation que Obiangema convoque ses pairs à Malabo. Rien à voir avec la tricherie dénoncée à l'ENAM récemment. 5 élèves exclus de l'École nationale d'administration et de magistrature. Titre en première une du quotidien de ce lundi. Le journal poursuit qu'ils ont été pris en flagrant délit lors de l'examen de passage en seconde année qui s'est déroulé du 12 au 14 juillet dernier. Leur exclusion a été prononcée le 21 juillet dernier par le Conseil de discipline de l'ENAM.
Et les résolutions sont désormais sur la table du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative selon mutation qui analyse. A contrario, une enquête est ouverte à la Socapalm, nous apprend Écho Matin et qui titre Vincent Bolloré demande 33 milliards à France 2. Selon Écho Matin, France 2 fait de graves révélations sur l'attribution du terminal à conteneurs du port autonome de Kribi dans une émission rediffusée jeudi dernier. Le patron du groupe Bolloré, 8e fortune de France, aurait saisi la justice, tout comme les 500 employés de la Sosucam qui seront bientôt licenciés, à en croire le quotidien Émergence, raison évoquée, les méventes qui entraîneraient des déficits énormes dans cette agro-industrie sucrière. Alors que Défi Actuel s'interroge sur la fin de la guerre contre Boko Haram et fait l'état des lieux avec une interview du gouverneur de la région de l'extrême nord au sortir de la première conférence des gouverneurs de région de l'année. Nous sommes encore en insécurité, dit Mindji Awabakari. Le magazine Smart, lui, présente les images du mariage de Samuel Eto'o, le Goliador qui donc a dit oui récemment à Georgette, son épouse. Et pour terminer, le football féminin à la une de Cameroun Tribune. CAN féminin, la CAF a mission d'inspection. Le journal de la rue de l'aéroport confirme que les experts de la Confédération africaine arrivent ce lundi à Yaoundé pour évaluer l'état des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations africaines féminines, autant pour moi, prévue au Cameroun en novembre prochain. Voilà, des journées et bien d'autres que vous retrouverez en kiosque ce lundi 25 juillet 2016. Bonsoir. Merci Agnès Solange. Il ne me reste plus qu'à remercier nos invités du soir, Thierry Ntamark, Bassek Bakobio, Elvis Biba, Jean-Bruno Tagneux. Je voulais également remercier toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Dimanche prochain, retrouvez Lucrèce Medou Ndjemba à la présentation de scène de presse pendant tout le mois d'août, le temps de mon congé annuel. J'espère vous retrouver au mois de septembre avec toujours plus d'allant. La presse de la scène. Bonsoir.